L'invasion terrestre de l'Iran arrive. Les États-Unis se préparent à une invasion au sol. Parce que regardez ce qui se passe en Irak. Ils se préparent à ça. Regardez ce qui se passe. Vous savez, le dernier rapport du CENTCOM indique que le navire d'assaut amphibie de classe Wasp, l'USS Boxer, et le transport de débarquement amphibie de classe San Antonio, l'USS Portland, opèrent maintenant dans la zone de responsabilité du CENTCOM. Et ils viennent juste d'y arriver. Enfin, ils viennent d'arriver, soi-disant. En réalité, ça fait environ 2 mois qu'ils sont là. Oui, le rapport dit qu'ils viennent d'arriver. Ils sont arrivés depuis le PACOM, PACOM, le PACOM, non? Bon, l'Indo-PACOM, d'accord. Oui, c'est le PACOM, oui. Et ça dit que la 11e unité expéditionnaire des Marines, environ 2200 soldats, est à bord. La 11e MEU, c'est bien ça? Oui, la 11e unité des Marines. Ils ont été déployés en mars dernier. Bon sang. De quoi ils parlent? Pourquoi ils font comme si c'était nouveau? Désolé. Je ne sais pas. C'est pour ça que, tu vois, il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas. Ce type populaire dont on avait déjà parlé, il est un peu... Et quand on parle de l'invasion terrestre... De quel gars populaire tu parles? Un professeur, soi-disant professeur. Ah, le professeur Frodelinski? Oui. Oui, tout tourne autour de l'invasion terrestre. Il dit que ça arrivera en mars. C'est quelque chose que Donald Trump et son administration sont en train de préparer. Donc ça arrive en mars? Parfait. On n'a plus que, 10 mois à attendre. Oui, désolé. On doit attendre que la température s'améliore, parce qu'ils veulent aller... Il y a tellement de propagande en ce moment sur une invasion terrestre de l'Iran, Larry. Est-ce qu'il y a, d'après la situation actuelle, la moindre raison, la moindre base, pour une invasion terrestre des États-Unis, maintenant ou dans un avenir proche? Net zéro. Que- Nada. Voyons combien de langues on peut dire ça. Quel est le mot pour rien? Zéro en farsi. Hitch. Hitch. Oui, voilà. C'est fou, non? Bon, voici la situation actuelle des forces américaines. Des gens comme ce professeur ridicule. Vous savez, il n'a aucune expérience. Il n'a jamais eu d'habilitation, jamais été formé, jamais participé directement à la planification des opérations militaires. Alors, une semaine avant l'invasion, ou plutôt l'attaque contre l'Iran, le 28 février, l'armée américaine a activé ce qu'on appelle des Crisis Action Teams, des CAT. Il y en a eu un activé au Pentagone et un autre dans la salle du Centre national de commandement militaire, le NMCC, et un autre encore au CENTCOM, le commandement central. Je crois qu'un CAT a été activé à Fort Bragg, au quartier général du GSOC. Donc ce n'était pas seulement à un seul endroit. Alors à quoi servent ces CAT? Ils rassemblent tout le monde au sein d'une organisation militaire. Il y a l'administration, le renseignement, les opérations, la planification, la logistique. Quand c'est dans un environnement interarmé, on parle du J1 pour l'administration, du J2 pour le renseignement, du J3 pour les opérations, du J4, je crois que c'est la logistique, et du J5 pour la planification. Voilà, ils sont tous là. Ils se retrouvent dans une même salle, chacun avec son terminal informatique. Il y a des écrans de télévision sur les murs et ils suivent en direct des informations de renseignement réelles, en temps réel. Et il peut aussi y avoir des représentants de la CIA sur place. Il y a des représentants de la National Security Agency sur place et peut-être même des représentants du FBI. Donc c'est un système d'opération conjointe entre plusieurs agences. C'est fait pour, je cite, diriger les forces sur le terrain. Très bien, ils ont mis ça en place une semaine avant l'invasion. Et ça te dit clairement qu'une invasion se prépare, parce qu'ils ont tout ce travail de planification à faire. Jusqu'à présent,
Ils ont déplacé des forces vers l'avant. Ils ont envoyé, tu vois, des F-35 dans le ciel. Ils ont dû les faire voler en mode qu'on appelle ferry, parce qu'ils ne peuvent pas simplement voler directement sans être ravitaillés en vol. Ils doivent faire le plein en route. Parfois, ils volent jusqu'à la moitié du trajet, se posent pour dormir une nuit, puis repartent le lendemain pour terminer le vol. Quand le protocole d'accord a été signé, il y a 2 semaines, peu après ça, environ 1 semaine plus tard, le chef Pete Hegseth a donné un ordre. En fait, au moment de la signature du protocole, les CAT ont été mis à l'arrêt. Les CAT, un peu partout, presque tous, ont cessé leurs activités. Ils ne fonctionnaient plus 24 heures sur 24. Ils ne travaillaient plus 7 jours sur 7, mais du lundi au vendredi, de 8 heures à 17 heures. Donc, c'est revenu à une sorte de routine normale. Mais si vous vous préparez à une invasion terrestre, vous ne faites pas une routine normale. Vous travaillez jour et nuit, sans interruption, prêt pour ça. Donc, premier point, il n'y a pas de guerre terrestre en préparation. Deuxième point, où sont censées se rassembler ces fameuses forces magiques? Ces soldats ne vont pas être téléportés par une technologie façon Star Trek à travers un portail. Il faut les acheminer quelque part, les faire voler jusqu'à une base précise. Il faut les loger dans des casernes ou sous des tentes. Et si ces troupes étaient vraiment regroupées à un endroit, ce serait une énorme cible que l'Iran pourrait bombarder à tout moment. Or, ce n'est pas le cas. Et plus concrètement encore, où cette grande invasion terrestre est-elle censée avoir lieu? Sur l'île de Karg? Sur l'île de Keshm? Comment comptent-ils y arriver? Je veux dire, si le navire entre dans le détroit, l'un de ses engins de débarquement va se faire pulvériser. Alors quoi? Vous allez les larguer en parachute. Et ensuite, comment vous les ravitaillez? Parce qu'ils vont avoir besoin, littéralement, de litres et de litres d'eau par soldat. Et là, d'un coup, on parle d'un effort logistique énorme, vraiment énorme. Et comment ils vont faire ça en plein combat? Vous savez, il y a 150 000 habitants sur Keshm. Et si tous se battaient contre, disons, 2000 soldats? Rien de tout ça n'a de sens. Mais il y a environ 5 jours, Pete Hegseth a signé l'ordre de commencer le retrait des forces américaines de la région. Donc ça veut dire que les navires vont partir, les avions de combat sont retirés, les troupes au sol aussi, le 75e bataillon de Rangers, la 82e division aéroportée, tout ça est en train d'être rapatrié. Les hélicoptères qui ont survolé la zone vont être démontés, chargés sur certains de ces avions et renvoyés. C'est comme ça. Voilà. Donc les États-Unis, malgré ce qu'on a pu dire, sur un renforcement des forces, parce que des gens voyaient des avions arriver. En réalité, ces avions transportaient des renforts pour le retrait, pas pour une nouvelle offensive. En gros, ils ont reçu l'appel, comme un Uber. « Hey, Uber, viens nous chercher à la base aérienne de Milwaukee Sud. » Et les avions sont venus les récupérer. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que, rien que pour une invasion terrestre de l'Iran, il leur faudrait environ 2 millions de soldats. Mais encore une fois, quel est l'objectif de l'invasion terrestre? Je ne sais pas trop ce que c'est, parce que beaucoup de gens sont tellement obsédés par ces théories du complot que ça va finir par devenir quelque chose comme Quel est le but, au juste? Énerver les Iraniens. D'accord, très bien. On aura une force réduite. C'est un peu comme quand ils ont essayé d'envoyer des Kurdes depuis le nord de l'Irak vers l'Iran et qui se sont fait anéantir. Donc encore une fois, il faut arrêter. Si l'objectif, c'est vraiment de dire on va envahir l'Iran, on va vaincre les gardiens de la révolution, on va vaincre l'Artesh, on va vaincre les milices, on va tout fermer, on va renverser le régime et en installer un nouveau. Très bien.
Si c'est ça l'objectif, alors il faut calculer combien de soldats il faut pour y arriver. Il faut déterminer quelles lignes de communication sont nécessaires pour soutenir une offensive. Et comme tu l'as dit, on parle de millions d'hommes, des millions, et on les a pas. Et quand on passe à l'offensive, ça devrait être 3 contre 1. Oh, au moins, tu sais, 3 ou 4 pour 1. Enfin, quelque chose comme ça. Oui, oui. Larry, tu penses que la situation actuelle, c'est qu'on a cette délégation iranienne et les Américains au Qatar. Il semble que l'objectif principal, aujourd'hui j'ai parlé avec Miranda, il m'a dit que du côté iranien, la priorité, c'est les 6 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés. Et apparemment, Jared Kushner et Steve Witkoff sont là pour convaincre les Iraniens, ou d'une certaine manière pour manipuler cet argent, pour voir comment ils peuvent le dépenser. Je ne sais pas. Toi, comment tu comprends ça? Quelle était la nécessité de la présence de Steve Witkoff et Jared Kushner là-bas? Alors qu'il n'y a pas de négociateur du côté iranien. Personne. Tu vois, le ministre iranien des Affaires étrangères ne va pas s'y rendre. C'est un vice-ministre des Affaires étrangères, quelque chose comme ça, qui va au Qatar. Donc il n'y aurait pas de négociation directe entre les deux parties. D'accord. Eh bien non, il n'y en a pas. Vous savez, je ne suis pas sûr de savoir à qui Witkoff et Kushner parlent. Enfin oui, ils discutent sans doute avec le ministre des Affaires étrangères du Qatar, peut-être avec, je crois qu'il l'appelle l'émir, mais ils ne parlent certainement pas à l'Iran. Et il n'y a pas de... Enfin, la position de l'Iran sur le détroit d'Ormuz est assez claire. Les seuls qui semblent ne pas la comprendre, ce sont les États-Unis, parce qu'ils refusent d'écouter ce que dit l'Iran. Rappelez-vous, Trump avait dit « Oh, les Iraniens voulaient ces discussions ». Bien sûr, oui, c'est ça. Pensez-vous que dans l'esprit de Washington, les combats et la confrontation militaire ont d'une certaine façon disparu de leur calcul? Ou est-ce que ça fait toujours partie de leur stratégie? Vous savez, le principal problème, c'est le détroit d'Ormuz. J.D. Vance a dit qu'ils allaient trouver une solution pour le détroit d'Ormuz. Alors, est-ce que cette solution sera militaire? Est-ce qu'elle sera politique? Ou bien vous voyez une combinaison des deux dans le détroit d'Ormuz? Et de qui parle-t-on exactement? J.D. Vance. Aujourd'hui, il a dit que... Allez-y. Oui, vous m'entendez? Oui, là, je t'entends. Oui. J.D. Vance a dit aujourd'hui qu'ils allaient trouver une solution pour le détroit d'Ormuz. Ma question c'est, est-ce que cette solution est à la fois militaire et politique, ou bien uniquement politique? Et quelle est selon vous la position de Washington sur cette solution aujourd'hui? Eh bien, il n'y a pas de solution. Washington ne peut rien faire pour régler ça. Ils n'ont aucune option militaire. Leur seule option, c'est la voie diplomatique. Et cette option diplomatique, d'après le protocole d'accord, dit quoi? Le paragraphe 5, qui est responsable d'assurer la navigation sûre dans le détroit d'Ormuz. Les États-Unis? Non. Oman? Non. L'Arabie saoudite? Non. Le Qatar? Non. Les Émirats arabes unis? Non. Dans le protocole d'accord, un seul pays est désigné comme ayant le contrôle du détroit d'Ormuz pour garantir le passage sécurisé des navires. Et ce pays, c'est l'Iran. D'accord. Mais enfin, où est la confusion? J.D. Vance, écoute bien. Les Iraniens, cet accord et le protocole d'entente, c'est très clair. Pendant 60 jours à partir de la signature, l'Iran ne fera payer aucun droit de passage. Et après ces 60 jours, ils commenceront à en faire payer un. Et aujourd'hui, Oman vient d'informer les Européens. Oui, on ne revient pas au statu quo, on avance. Il y aura donc des frais, d'une manière ou d'une autre. Attendez, je vais vous lire la formulation exacte. Je la cherche. Voilà.
Dès la signature de ce protocole d'entente, et il a bien été signé, la République islamique d'Iran, et elle seule, s'engage à faire tout son possible pour garantir le passage sûr des navires commerciaux sans aucun frais, mais uniquement pendant 60 jours. Du Golfe Persique à la mer d'Oman, et inversement. Donc je veux dire, c'est l'Iran. Enfin, l'Iran a obtenu que les États-Unis reconnaissent en gros son autorité. Je ne sais pas ce que J.D. Vance ne comprend pas là-dedans. Il n'y a rien à négocier, J.D. La négociation est terminée. C'est déjà tranché. La République islamique d'Iran va s'occuper des dispositions. Et quelles sont ces dispositions? Ils les ont déjà présentées. Un protocole d'autorité pour le détroit dans le Golfe Persique. Vous voulez passer? Remplissez une demande. Je crois même qu'ils ont mis ça en ligne. Ça peut se faire électroniquement. Il faut identifier votre navire, dire où il va, quel type de cargaison il transporte. Et tant que vous confirmez que vous ne faites rien pour Israël, que vous n'êtes pas la propriété d'Israéliens, ni de personnes qui soutiennent Israël, tout va bien. Vous pouvez y aller. Donc les seuls qui bloquent encore, ce sont l'Union européenne et les États-Unis. Larry, qui est la priorité pour Israël en ce moment? Le Liban ou la Syrie? Il me semble que c'est la Syrie, parce qu'il n'y a pas vraiment de force en Syrie. Ou alors la Turquie soutient d'une certaine manière la Syrie. C'est pour ça qu'ils sont un peu agressifs vis-à-vis de la Turquie et de leur position, et qu'ils passent à l'attaque. Netanyahou a déclaré aujourd'hui, je cite, « Je ferai tout pour rester au pouvoir ». Il donnait une interview en hébreu sur un média israélien. Il a essentiellement parlé d'Erdogan et a dit « L'Empire ottoman, c'est fini, vous n'êtes plus là ». Et il est prêt à tout. Et tu t'es déjà demandé pourquoi ces sionistes font tout pour énerver le seul pays qui leur fournit leur pétrole? Franchement, je ne comprends pas. Et tu vois, Erdogan, il s'est montré être la marionnette de Bibi Netanyahou. C'est comme si Netanyahou disait « Hé, dis à ce petit Turc de venir ici, j'ai besoin qu'on me cire les chaussures. » Voilà, c'est ça Netanyahou. « Hé Erdogan, j'ai le nez qui coule, viens me l'essuyer, d'accord? » Et ce n'est pas une demande, c'est un ordre. Erdogan devrait avoir honte. En fait, il est en train d'être humilié par les Israéliens aujourd'hui. c'est en quelque sorte idéologique, Larry, parce que d'un côté, il voit les actes de résistance. De l'autre, il voit les frères musulmans, dont la base se trouve en Turquie et au Qatar. Les frères musulmans, et ça mène à quel rapport ont les frères musulmans avec la Turquie? Je veux dire, vous savez, on dirait qu'Israël fait... Enfin, un musulman ressemble beaucoup à un autre musulman, vous voyez. Je veux dire, les frères musulmans étaient actifs depuis l'Égypte. Oui. Et ensuite, il a trouvé refuge en Arabie saoudite, si je me souviens bien. Je ne me rappelle pas que la Turquie ait jamais joué un rôle important dans la protection des frères musulmans. Allez-y. Désolé. Oui, ils ont soutenu le gouvernement en Égypte, si vous vous souvenez, à l'époque des frères musulmans. Et ils l'ont soutenu. C'est pour ça qu'il semble qu'Israël considère la Turquie comme le principal moteur des frères musulmans. L'homme a mentionné le ministre israélien de la diaspora. Il n'a pas parlé de l'Égypte. Il a dit la Turquie et le Qatar. Ces deux pays sont derrière les frères musulmans, et ça passe par la Syrie, puis par le Hamas. Tout est lié. Oui, c'est leur récit, c'est leur version des faits. Ils vont s'y tenir. Ce n'est pas vrai, mais bon, qui dit qu'il faut encore se soucier de la vérité aujourd'hui? Les gens y croient. À partir de leurs propres fantasmes, ils finissent par suivre cette idée.
À leurs yeux, il y a deux options. D'ailleurs, il y a deux problèmes en Asie de l'Ouest, et les deux sont très importants. L'Iran et la Turquie. Et la façon dont... Je ne sais pas quelle est la communication entre Washington et Benjamin Netanyahu, parce que c'est une recette pour une guerre sans fin s'ils veulent soutenir Benjamin Netanyahu. La prochaine guerre, ce sera la Syrie, la Turquie, le Qatar. Ils ont déjà attaqué le Qatar une fois, et ces lignes rouges n'existent plus. L'Arabie saoudite ne compte pas vraiment dans leurs calculs. C'est comme ça. Il faut comprendre leur état d'esprit. Il faut saisir leur logique, leur manière de calculer. C'est la réalité, la façon dont ils perçoivent toute la région. Vous voulez dire Israël? Israël. Israël voit deux aspects, et les deux posent problème pour lui. Israël, écoutez. Israël veut exterminer tous ceux qui ne sont pas juifs dans la région, du fleuve à la mer, pour ainsi dire. Ils n'ont pas changé. La seule chose qui a changé, si on veut, c'est le nombre, l'influence ashkénaze en Israël, qui était autrefois, disons, plus laïque, moins motivée par le sionisme, est devenue une position minoritaire. Et comme c'est maintenant une position minoritaire, ce sont les religieux les plus zélés qui ont pris le dessus. Ils défendent une vision très, disons, fondée sur la Torah, de ce qui fait d'Israël, Israël. Donc voilà, c'est la seule chose qui a changé. Les non-ashkénazes en Israël sont devenus la force politique dominante.